Bonjour, c'est Astérion. À travers cette nouvelle vidéo, je voudrais vous partager un avis personnel, ou devrais-je dire un ressenti, concernant le domaine des jeux vidéo. Puisqu'en effet, j'ai comme l'impression qu'une nouvelle crise est en train de traverser ce média. On n'est pas dans les années 80 avec la crise des Atari et des jeux qui étaient vraiment de qualité exécrable. Il y a beaucoup de points qui me font penser qu'on traverse une nouvelle crise. Ce que je trouve extrêmement dommage, sachant que je suis fan des jeux vidéo depuis tout petit, ça va faire 32 ans que je n'ai pas quitté une manette de mes mains et je serais extrêmement déçu que tout s'arrête du jour au lendemain. Bon, évidemment, ça se fera pas en un claquement de doigts, puisque le média des jeux vidéo génère des milliards de chiffres d'affaires. C'est un média qui a encore un petit peu d'avenir, mais l'avenir n'est pas vraiment radieux. Évidemment, je vous précise que ce que je vais dire à travers cette vidéo n'est qu'un ressenti personnel, un avis totalement subjectif que vous pouvez débattre dans les commentaires. Vous pouvez très bien être d'accord et ne pas être d'accord avec ce que je vais vous dire. On devrait peut-être commencer par cette news concernant EA qui souhaite intégrer des publicités directement dans les jeux vidéo. Ce que je trouve extrêmement dommage parce que je ne pense pas que le prix des jeux vidéo de chez EA sera baissé. On paiera toujours 80 €, si ce n'est pas 90 voire 100 €. Ça fait déjà depuis quelques années que le prix des jeux vidéo stagne. On est aux alentours des 80 € pour les AAA de chez EA pour les consoles Sony et Microsoft. On était, je me souviens, à 60 € quand la PS2 avait débarqué, 70 €. Je me souviens plus si c'était à partir de la PS3 ou de la PS4, mais je ne serais pas étonné que d'ici quelques années, le prix des jeux AAA, ou quadruple A, comme le dit si bien Ubisoft, passerait à 90 voire 100 €. C'est d'ailleurs l'un des souhaits de chez Rockstar de proposer le prochain GTA pour 100 €. Mais celui-ci, ce serait un petit peu logique au vu du temps passé à développer le prochain GTA. Mais ça, c'est un autre débat. Concernant les publicités intégrées dans les jeux, ça ne date pas d'hier, puisque j'ai le parfait exemple à vous présenter, c'est naturellement le jeu Parasite F2. On dirait pas, mais une publicité a été intégrée dans ce jeu avec justement les canettes de Coca-Cola que l'on pouvait utiliser pour récupérer des points de magie et des points de santé. Un placement de produit qui ne m'a vraiment pas dérangé sur l'expérience de Parasite F2. Après, faut faire très attention aux idées farfelues de chez EA. Ils ne sont pas à leur premier coup d'essai. Si on se retrouve avec des jeux avec je ne sais pas combien de publicités, genre le gros paquet de chips en plein milieu de l'écran, la boisson sucrée, non peut-être pas l'alcool ni la cigarette, parce que c'est ultra réglementé, ou moi je vois bien des publicités à la Starbucks, McDonald's, Coca-Cola directement intégrées dans les jeux, mais si c'est fait d'une façon très nuisible, ça risque de nuire l'expérience de jeu et les joueurs ne seront pas dupes par rapport à ça. Moi personnellement, si je vois qu'une compagnie récupère du pognon alors que pour le joueur ce sera toujours le même prix, c'est comme si c'était un petit peu du racket. Mais doit-on jeter la pierre à ces grandes entreprises qui souhaitent renflouer les caisses et ne pas se retrouver dans le rouge à la fin de l'année fiscale? Vous savez, les jeux vidéo par rapport aux années 90, 2000 coûtent de plus en plus cher avec la nouvelle technologie, avec le nombre d'employés qui bossent continuellement et ce pendant des années. Ces entreprises ont ce besoin primordial de rassurer les investisseurs, les actionnaires. C'est sûr que si un jeu ne marche pas et qu'il n'y a aucun moyen pour ces entreprises de récupérer les pertes, la confiance de la part des actionnaires et des investisseurs ne sera plus présente et ça risque de provoquer une faillite d'une entreprise. C'est pour cela que les entreprises de jeux vidéo proposent moins d'expériences solo et plus d'expériences online, puisque grâce au mode online, ils peuvent proposer une multitude de microtransactions et des abonnements pour garder le plus longtemps possible les joueurs et ainsi générer le maximum de bénéfices. Ce que je trouve très dommage parce que tu joues à un jeu en ligne et tu te rends compte que ce jeu t'aura coûté 200 €, 300 €, voire 500 €, 1000 € pour les plus grosses baleines, alors que de base, il était gratuit. Évidemment, chacun est libre de dépenser son argent comme il le souhaite,
Mais à force de dépenser des petits euros à droite à gauche pour une nouvelle cosmétique, un nouveau costume que l'on va utiliser que pendant 2 ou 3 parties qui nous aura coûté 5 euros, les dépenses se cumulent très très vite et je n'ai jamais supporté ces jeux vidéo qui poussent à la consommation les joueurs. C'est pour cela que je n'ai pas testé le Fallout New Vegas, non pas le Fallout New Vegas, pardon, le Fallout 76, parce que quand j'avais vu la vidéo de Sheshune, il avait montré les pubs intempestives des microtransactions, oui, achète, t'auras le droit des bonus. Non, ça, je n'ai jamais aimé ce genre de principe. Je préfère jouer à un jeu que j'ai payé plein pot avec un bon mode solo qui ne me demande pas continuellement de passer par des microtransactions pour améliorer directement mon expérience de jeu. Si je souhaite récupérer une bonne arme, un nouveau costume, je souhaite qu'il y ait ce système de récompense au mérite. J'aime bien ce principe-là, c'est-à-dire, tiens, je veux ceci, et bien il va falloir que je réussisse ce défi, il va falloir que je fasse ça. C'est pour ça que j'ai passé d'excellents moments sur Fallout 4 et New Vegas, et que j'ai peur de ne pas retrouver cette expérience unique avec le Fallout 76. C'est pour cela que je ne l'ai toujours pas testé ce jeu et je ne pense pas que je le testerai un jour. Autre sujet qui a fait grincer les dents des fans de The Crew, c'est la fermeture des serveurs du jeu. Et de ce fait, il était devenu impossible de continuer à jouer à The Crew, même en mode solo. J'ai pas suivi en détail le fin mot de l'histoire. Mais quand vous mettez à la place des joueurs qui ont payé plein pot The Crew, qui souhaitent continuer à profiter du mode solo et qui ont même dépensé je ne sais pas combien d'euros dans les services en ligne et dans les microtransactions, se retrouver avec un jeu où il devient impossible d'y jouer et même en mode hors ligne, c'est vraiment un foutage de tronche. Mais c'est quelque chose qui existe depuis le débarquement des services en ligne et surtout sur les jeux 360 et PS3. Attention, il est tout à fait possible de continuer à des jeux estampillés EA en mode solo. The Crew est vraiment un cas extrême, mais un cas qui risque d'être de plus en plus fréquent si les joueurs ne disent rien. Concernant les services 360 PS3, je me souviens que EA étaient les premiers à fermer rapidement les modes en ligne de ces jeux. Bon, après, quand le mode en ligne n'accueille que 1 ou 2 pelés tous les mois, ça sert à rien de laisser ce mode ouvert, sachant que ça coûte beaucoup d'argent pour les entreprises, et je vous dis pas l'impact carbone. Il est vrai qu'au début, ça peut paraître extrêmement frustrant de ne plus pouvoir jouer en ligne à un jeu auquel on a passé beaucoup de temps, mais si c'est pour se retrouver tout seul et s'embêter à trouver quelqu'un sur internet pour pouvoir jouer à ce jeu, alors qu'il y a une version plus récente sortie depuis assez longtemps, il n'y a aucun intérêt de laisser des services en ligne. Mais quand le jeu est encore massivement joué par des milliers de personnes, ce serait dommage de leur priver de ce mode en ligne. Alors quand il s'agit d'un mode solo hors ligne, alors là c'est vraiment la catastrophe, puisque on a toujours envie un jour ou l'autre de faire une petite partie sur un jeu auquel on a passé beaucoup de temps. Je suis sûr que parmi d'entre vous, vous avez été très déçus de la fermeture du mode solo de The Crew, parce que vous savez, si vous avez passé beaucoup de temps et surtout beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, vous pouvez très bien y retourner, genre une petite heure d'ici 5 ans, pour vous remettre dans l'ambiance de l'époque, vous remémorer des souvenirs. Mais avec ce genre de comportement de la part des entreprises, je comprends que beaucoup de personnes sont extrêmement déçues. Et encore, j'ai un autre exemple à vous citer, c'est Overwatch 1. Parce qu'avec le débarquement du 2, le 1, pouf, on peut plus y jouer. Et quand je discutais avec beaucoup d'entre vous, par exemple c'était à la Paris Games Week 2023 ou 2022, mais ça m'avait marqué parce que j'en étais en train de parler d'Overwatch. Il y en a plusieurs qui me disaient « Ah oui, je joue à Overwatch 2, mais je suis quand même déçu ». Et le problème c'est que vous n'avez même plus le choix, vous pouvez même pas retourner sur Overwatch 1, vous êtes obligé de jouer au 2 alors que vous n'avez plus les costumes, les microtransactions que vous avez payées dans le 1, faut repasser par la caisse. Ça, c'est vraiment honteux. Et je suis sûr qu'il doit y avoir une multitude d'autres exemples que je ne peux malheureusement pas vous citer parce que même si ça fait depuis plus de 30 ans que je joue aux jeux vidéo, je ne peux pas jouer à tout, sachant que par moment, il faut 10, 20, 30, voire 50 heures pour terminer
un jeu. On ne peut pas ralentir le temps et on ne peut pas consacrer 100% de notre temps sur un média. On a envie de faire autre chose, on a envie de sortir, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, passer une soirée avec ses amis, voir sa famille, et c'est du temps en moins pour les jeux vidéo, mais c'est primordial pour une bonne santé mentale. J'aimerais que l'on revienne sur le dématériel, qui est de plus en plus présent, dû à une fainéantise de la part d'une majorité de joueurs qui ne veulent pas lever leur fiac et qui sont impatients pour jouer la première heure à un nouveau AAA. Il y a quelques exceptions, bien sûr, comme les personnes qui n'ont malheureusement pas de magasin proche. On commande sur Amazon et c'est livré par la poste, sauf si vous n'avez pas envie d'attendre. Vous payez plus cher votre jeu en dématériel et en plus, il faut le télécharger. En plus que vous ne pouvez pas le revendre si vous désirez vous débarrasser de votre console, que vous avez besoin d'argent. Enfin ça, on va pas revenir en détail sur ce débat-là. J'ai pu découvrir très récemment le dématériel grâce au Steam Deck. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment incroyable de pouvoir jouer à des super jeux, évidemment, malheureusement en dématériel, mais disponible sur Steam ou des sites comme Kingu, comment il s'appelle l'autre? C'est Instant Gaming, avec des jeux disponibles pour une bouchée de pain, chose qui n'est malheureusement pas possible avec les jeux dématériels sur console. Mais ce que j'aime bien, c'est lorsqu'on a le choix. C'est-à-dire que vous pouvez très bien jouer à un jeu en version dématérielle pour une bouchée de pain, et si vous le désirez, vous pouvez récupérer une version boîte pour votre collection et en souvenir au cas où si la version dématérielle n'est plus disponible. Ce que je n'ai jamais, mais jamais compris, c'est les personnes qui achètent des jeux dématériels plus chers que le prix des jeux en boîte. Mais si vous remarquez qu'un jeu dématériel que vous n'avez pas payé trop cher, en plus qu'il s'agit d'un jeu indé, si vous considérez ce jeu comme exceptionnel et que vous avez envie de soutenir la boîte à l'origine de ce jeu, vous pouvez très bien mettre un petit peu de sous pour récupérer une version boîte. C'est ce qui s'est passé avec moi. Un exemple parmi tant d'autres, avec le jeu Loopero que j'ai pu découvrir avec sa version dématérielle sur console. Ensuite, je l'avais refait sur le Steam Deck parce qu'il y avait une promotion. Et j'ai tellement apprécié ce Loopero, un jeu que je vous recommande, que j'avais envie de le récupérer en version boîte pour la collection. Comme ça, je le vois dans ma bibliothèque, je dis « Ah oui, celui-ci, Loopero, incroyable, pourquoi pas le rejouer un petit coup ?» Même si le jeu, je ne vais pas le rejouer sur la Switch, au moins j'ai une version boîte qui me fait plaisir, enfin qui est très plaisant à posséder dans sa collection. Le dématériel ne doit pas coûter cher. Si vous commencez à payer vos jeux plus cher que les versions boîte, les compagnies vont le remarquer et feront en sorte qu'il y ait moins de versions boîte disponibles en magasin pour vous pousser à acheter une version dématérielle avec tous les inconvénients qui vont avec, en plus que vous le payez plus cher. En effet, je me plains, je pleure que le dématériel est de plus en plus présent, mais il y a quelque chose de pire, c'est le système Game Pass. Je me souviens qu'auparavant, je faisais des éloges concernant le Game Pass parce qu'il était possible de jouer à plein de petits jeux indés, des jeux AAA en échange d'un abonnement aux alentours de 15 € par mois. Mais je remarque qu'avec le temps, c'est une source de frustration. J'étais en train de découvrir un super jeu indé qui s'appelait Bugfable. C'est un jeu dans le même style que Paper Mario, la porte millénaire, puis même le Paper Mario 64. On avait vraiment l'impression de jouer à la suite de Paper Mario, mais avec des personnages insectes. Une chouette expérience que je n'ai malheureusement pas pu terminer, et vous voulez savoir pourquoi? Parce que le jeu avait été retiré du Game Pass. Ça m'avait vraiment frustré et ça m'avait également énervé, puisque je n'ai pas pu terminer ce jeu dématériel. J'aurais très bien pu le continuer en achetant la version dématérielle, mais j'avais l'impression de me retrouver complètement baisé par le système Game Pass. Tu paies un abonnement tous les mois pour ne pas jouer quand tu le souhaites aux jeux disponibles. Il y a des jeux qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent, et j'ai eu également cette frustration avec un autre jeu, c'est Octopath Traveler. En plus que je ne suis pas du tout RPG, j'avais pu découvrir un super RPG à l'ancienne sur le Game Pass. J'étais en train de m'amuser dessus, une chose qui ne m'était jamais arrivée depuis des années concernant le genre RPG. Je sais pas, je retrouvais un petit peu cette ambiance
que j'avais ressenti lorsque je jouais à Breath of Fire sur PS1. Même si Octopath Traveler et Breath of Fire sont des RPG peut-être un peu similaires, mais les histoires sont totalement différentes, je n'ai pas pu terminer Octopath Traveler 1, pardon, parce que le jeu avait été retiré entre-temps du Game Pass. Et je me suis retrouvé encore une fois complètement déçu de ce système. Je dis bon on va prendre sur moi, c'est pas grave, on peut continuer à jouer à autre chose, ce n'est que 15 € par mois. Sauf que depuis peu de temps, j'ai décidé de me désinscrire du système Game Pass suite à la fermeture de certains studios rachetés par Microsoft. Et parmi ces studios se trouve Tango Gameworks. Vous connaissez peut-être ce jeu avec Hi-Fi Rush, mais moi je connais surtout ce studio avec Evil Within, qui est mon jeu préféré de la génération 360 PS3, un énorme survival horror qui a été créé par le papa de Resident Evil. Il avait créé le studio Tango Gameworks et j'ai vraiment apprécié cette expérience, c'était totalement incroyable. Et quand j'ai vu que le studio allait fermer, j'ai été extrêmement déçu de la part de Microsoft et en guise de boycott de ma part, j'ai décidé de boycotter le Game Pass en me désinscrivant de ce service. Ce n'est qu'une toute petite goutte d'eau parmi les chiffres d'affaires générés par Microsoft dans le domaine des jeux vidéo, mais vous savez, une petite goutte par-ci par-là, ça ne fait pas grand-chose, mais si on rassemble des milliers, voire des centaines de milliers de petites gouttes, là, ça commence à faire mal dans le porte-monnaie de chez Microsoft. Et c'est comme ça que vous pouvez décider de l'avenir du jeu vidéo, de par vos actions. Si vous n'êtes pas d'accord avec la fermeture de certains studios, achetez les jeux ou désinscrivez-vous de certains services en ligne. Vous pouvez très bien mettre des avis positifs sur les jeux. C'est ce que beaucoup de joueurs ont fait récemment avec les jeux de chez Tango Gameworks, surtout Hi-Fi Rush, également Evil Within. Ils avaient fait Ghostwire aussi, Tango Gameworks, un jeu que je n'ai toujours pas fait, que je devrais découvrir très prochainement. Un jeu que je possède en boîte, comme ça s'il disparaît du Game Pass, c'est pas grave. Le jeu je l'ai en boîte, je peux jouer tant que je le souhaite, si au moins le mode solo ne sera pas indisponible comme a pu connaître The Crew. Et comme je le disais, ce sera vous qui déciderez de l'avenir des jeux vidéo, de l'avenir des entreprises. Si vous désirez soutenir des petites entreprises indées ou des grosses entreprises, il suffit juste d'acheter les jeux quand ils sortent ou de les acheter quand ils seront en promotion. Pourquoi pas 2-3 petites microtransactions. Mais ce que je ne comprendrai jamais, c'est que si vous vous plaignez d'une entreprise, mais que par derrière, vous continuez à acheter, vous continuez à passer du temps dessus, l'entreprise, elle s'en fout de votre avis négatif. Tant que vous payez, tant que vous passez du temps sur leur jeu, c'est ce qui est le plus important à leurs yeux. N'oubliez pas que le but d'une entreprise, c'est de générer du profit. Ils s'en carrent l'oignon de votre avis tant que ça ne touche pas leur porte-monnaie. Mais si votre avis a un impact sur leurs finances, sur leurs bénéfices, là, ça commence à être gênant pour eux. Malheureusement, il y a un cruel manque de recul de la part du joueur lambda. Après, quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience de jeu et que vous n'avez pas d'esprit critique, il sera plus facile de vous manipuler par rapport à ce que vous allez acheter et ce que vous allez consommer. Et ça, les entreprises l'ont bien remarqué, et ce depuis déjà des dizaines d'années. À votre avis, pourquoi ces entreprises font de la corruption de médias influenceurs pour que vous achetez les yeux fermés certains des blockbusters? Par exemple, si l'entreprise souhaite générer le maximum de ventes pour son dernier blockbuster, ils vont donner 2-3 petits chèques, ils vont graisser la patte à certains influenceurs. Ces influenceurs, de par leur notoriété, vont commencer à faire des éloges sur les derniers jeux sans prendre en compte les critiques. C'est pareil pour certains médias. Y a un jeu qui sort complètement buggé et qui fait tâche à certains autres jeux. Ah bah, on va lui mettre 18 sur 20, on va lui mettre 9 sur 10. Excellent jeu, il y a quelques petits défauts, mais c'est pas grave, achetez-le, faites-nous confiance. Vous aurez moins d'esprit critique parce que vous prendrez moins de recul. Après,
Je critique les influenceurs qui profitent de ça pour récupérer des cadeaux, pour avoir des partenariats sur le long terme, récupérer des chèques à plusieurs chiffres. Je ne fais pas partie de cette catégorie d'influenceurs, non pas parce que j'ai un esprit critique, mais parce que je n'ai que très peu, voire pas du tout, de partenariat avec les entreprises de jeux vidéo. Et de ce fait, je peux me permettre d'avoir un avis tranché sur ce qui sort. Mais est-ce que j'aurais cet esprit critique si je recevais énormément de cadeaux? Ça, je ne peux pas vraiment vous le dire parce que je n'ai jamais eu cette expérience-là. Alors, peut-être que je touche moins d'argent, peut-être que j'ai moins de cadeaux de la part des grosses entreprises de jeux vidéo, mais en compensation, je peux vous donner un avis tranché. Mais tout ce que je peux vous conseiller, c'est de faire très attention à ce que disent les médias et certains influenceurs qui font des éloges que tout est bien. Ah, achetez ce jeu, c'est incroyable. Les amis, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Voilà, ils en font des caisses pour que vous achetiez les jeux parce que justement, par derrière, ils ont des partenariats, ils ont des chèques, ils ont des cadeaux. Et c'est pour ça que le jeu vidéo traverse une grosse crise en ce moment. C'est qu'il y a moins d'esprit critique de la part des joueurs, vous vous mettez à acheter exactement la même chose, les influenceurs présentent les mêmes produits et les jeux vidéo qui apportent de la fraîcheur, des nouvelles idées, sont mis sur le banc de touche parce qu'ils n'ont pas assez de visibilité et surtout les entreprises derrière ces petits jeux n'ont pas les moyens pour graisser la patte des influenceurs et des médias. Mais malheureusement, à cause d'un manque de mise en avant, vous n'êtes pas forcément au courant de ces nouvelles pépites. Faut dire aussi qu'il y a énormément de jeux qui sortent chez les AAA. Bon, un peu moins par rapport à l'époque. Bon, si on prend en compte la scène indé, mais vous avez de quoi faire. Bon, après, attention, un jeu indé ne veut pas forcément dire que ce sera un bon jeu. Il y a énormément de daubes dans les jeux indés. Il faut savoir faire la part des choses et savoir sur quel jeu vous allez prendre du plaisir, mais vous n'avez pas trop le choix parce qu'une expérience personnelle est totalement subjective. Un jeu qui sera mis en avant de par sa qualité, vous n'allez pas forcément l'aimer, et un jeu qui n'est pas vraiment aimé, vous allez peut-être l'apprécier. Après, ça n'empêche pas qu'un jeu extrêmement apprécié par les joueurs, vous allez l'apprécier, et vice-versa. Mais concernant la corruption des médias, je l'ai surtout remarqué avec Nintendo. Oui, avec la série Pokémon. Quand j'ai vu la tronche de Pokémon Arceus quand il était sorti, j'ai dit mais on dirait un jeu N64, c'est quoi ce bordel ? Et on voyait des médias en mode « Oh, il est bien, oh, c'est la nostalgie, allez achetez-le ». Mais j'ai dit « Mais vous vous rendez compte de ce que c'est ? T'as l'impression de faire un bond de 20 ans en arrière ». Est-ce que les joueurs de Sony, Microsoft, les fans de God of War, de Last of Us, accepteraient de jouer à une suite de God of War, Last of Us au graphisme de la PS2 ? Non. C'est pour ça que j'ai trouvé extrêmement bizarre de la part des pro Nintendo de faire des éloges sur des jeux moches comme des balais à chiottes. Après tout, Nintendo est une entreprise, il faut qu'ils génèrent des bénéfices et ils ont trouvé le bon moyen de le faire sans prise de risque et sans trop se frotter les mains. Il suffit juste de ressortir des jeux sortis précédemment sur la Wii U, sur la Wii, et maintenant on a le droit à des jeux qui étaient sortis de base sur la Nintendo GameCube. J'ai pas trop de mots à dire parce que j'achèterais quand même le Paper Mario, la porte millénaire, parce que c'est un jeu que j'aimerais bien refaire sur la Switch en mode console portable, et j'espère qu'avec cet achat de ma part, Nintendo aura l'intention de ressortir F-Zero GX sur la Nintendo Switch. Mais il existe une autre série de jeux estampillés Nintendo que je trouve un peu honteux, mais moins que Pokémon, c'est Zelda. Quand tu vois les derniers Zelda, t'as l'impression de jouer à des jeux PS3, alors que la PS3 est une console sortie il y a 18 ans. La chute de Nintendo avait commencé à partir de la Wii. Ça, encore une fois, c'est un avis personnel subjectif. De toute façon, je vous en avais déjà assez parlé dans mon livre 30 ans de gaming. J'ai toujours été déçu de ce qui est devenu Nintendo depuis le débarquement de la Wii, mais tout n'est pas à jeter concernant leurs jeux. En effet, j'étais en train d'en parler avec François, on est en train de se dire, tiens, quels sont les jeux que les gosses peuvent jouer sur la PS4, 5 PS4 ? On est en train de regarder ma collection et on s'est retrouvé bête par
par rapport au peu de jeux que les jeunes joueurs peuvent jouer. C'est limite que des jeux 16+, 18+, 12+, mais des jeux pour les gosses, il y en a que très très peu. En tête, j'ai évidemment Crash Bandicoot, il y a Spyro, bon Peppa Pig je vais pas le compter parce que vu la tronche du jeu, ce sera un petit peu une honte que des jeunes joueurs jouent à ce jeu alors qu'ils peuvent très bien jouer à des excellentes pépites comme Crash ou Spyro. Alors que chez Nintendo, on a du Mario Kart, on a les Mario Party, bon Smash Bros il est quand même un petit peu plus compliqué. On a Pokémon, je crache beaucoup sur Pokémon, mais un petit gosse de 7-8 ans, bah, je préfère qu'il joue à Pokémon, à Mario Kart, plutôt que Fallout. Après, il peut très bien découvrir un jeu de golf, mais ça risque d'être très très compliqué. Il est vrai que de ce côté, Nintendo a tout compris. Des jeux pour toute la famille. Chose qui manque cruellement sur les consoles de chez Sony et Microsoft, ce qui contribue à la crise des jeux vidéo. Nintendo se retrouve en situation de monopole pour les jeux dits grand public et pareil pour leurs consoles, et ils peuvent se permettre, de par leur statut de monopole, de proposer des expériences pas à la hauteur de ce qu'on a pu découvrir lors de la N64, lors de la GameCube. Et je trouve ça extrêmement dommage pour les joueurs qui sont un petit peu plus exigeants. S'il y avait un plus grand recul de la part des joueurs, surtout concernant les séries de Pokémon ou de Zelda, on se serait retrouvé avec des chefs-d'œuvre totalement incroyables comme à l'époque de la GameCube et de la Nintendo 64. N'oubliez pas que le Zelda Ocarina of Time, que je considère comme le meilleur encore aujourd'hui, est un jeu sorti en 98. Le jeu aujourd'hui, il reste exceptionnel. Le jeu a 25 ans, plus de 25 ans, et c'est là qu'on se rend compte que Nintendo à l'époque avait vraiment fait du travail exceptionnel, chose que l'on ne retrouvera plus aujourd'hui à cause justement des joueurs qui n'ont plus ce recul et cet esprit critique sur les jeux estampillés Nintendo. Merci également les influenceurs. Bon après ça restera moins pire que Ubisoft, la honte française des jeux vidéo. Ils sont 19 000 employés, alors qu'à côté, Nintendo, ils sont plus de 7 000. Et Ubisoft, qu'est-ce qu'ils font dans leur enjeu? Ils sortent des jeux buggés, un ou deux, non, il y a peut-être 4 ou 5 jeux qui sortent par an, mais c'est souvent des suites de séries qui ont déjà eu leur âge d'or. Pour jouer à Far Cry 6 qui est buggé, pour jouer à Skull and Bones, pour jouer au nouveau Assassin's Creed qui est buggé, et encore le dernier, le prochain il sort pas tout de suite. Pour jouer au nouveau Just Dance où il n'y a aucune prise de risque, on se demande ce que fait Ubisoft de leur journée. Ils sont 20 000 et ils ont détruit je ne sais pas combien de séries de jeux vidéo, ils sortent des jeux buggés, mais je trouve cela inadmissible. Et après ça pleure parce qu'ils n'arrivent plus à générer des profits. Mais regardez le nombre de plays que vous avez, vous faites quoi de la journée? Ubisoft c'est vraiment une honte. En plus que leur dernier Just Dance, il n'y a plus le CD à l'intérieur. Ils sont mis à proposer des jeux, enfin des boîtes de jeux avec uniquement un code. Comme pour une grosse majorité des jeux Switch, ça c'est une honte absolue et ce qui contribue à la crise des jeux vidéo. Quand une entreprise commence à vouloir le beurre et l'argent du beurre, et pourquoi pas les fesses de la crémière, ça donne des mauvaises idées à d'autres entreprises qui souhaitent également se faire un petit peu plus d'argent. Est-ce que vous désirez vous retrouver avec des boîtes sans cartouche ou sans CD à l'intérieur? Non, personne ne souhaite ça. Mais si vous continuez à acheter ce genre de produit, ça ne va pas aller pour la suite. Alors pourquoi je me retrouve avec un jeu à code de téléchargement uniquement? Parce que je pensais que le CD, la cartouche Switch était à l'intérieur, il était à 10 balles à Microna quand je l'avais acheté, mais je m'étais fait avoir. Bon après tout, on peut se faire avoir une fois, mais si vous faites avoir des centaines de fois, les entreprises sont en mode « Oh, en voilà une grosse baleine, on va le saigner à blanc ». Et j'aimerais vous partager une anecdote qui m'a énervé sur le coup, et qui ne sent vraiment pas bon pour la suite des jeux vidéo. C'est le mode en ligne qui est devenu totalement immonde, hormis la Nintendo Switch. La semaine dernière, je participais à une convention Fury et j'avais envie de m'occuper du stand jeux vidéo. Donc, j'avais apporté des jeux PS5, PS4, j'avais apporté une Nintendo Switch, mais
il fallait installer les jeux sur les consoles d'une autre personne qui s'occupait du stand. Et les jeux, ils s'installaient à moitié. Il fallait la connexion Internet. Pour démarrer un jeu, c'est chiant. Mais j'ai trouvé ça vraiment immonde. L'expérience en hors ligne n'est vraiment pas plaisant. La console où je n'ai vraiment pas eu de problème par rapport à ça, c'est la Nintendo Switch. On mettait le Mario Kart, ensuite on mettait le Smash Bros. J'ai même eu un petit peu de regret de ne pas avoir apporté d'autres jeux. C'est pour ça que maintenant dans les conventions, on ne voit que très peu de PS5, PS4, Xbox et qu'on voit plus des consoles rétro gaming parce qu'il suffit de mettre le jeu, on allume la console et c'est parti, on s'amuse de suite. Je pense qu'à la prochaine édition de cette convention Fury, j'apporterai une GameCube, une 360, une PS3 et au moins là, il n'y aura pas de problème. Et en console récente, j'apporterai une Switch parce qu'en plus, l'avantage des jeux Switch par rapport aux jeux PS4, PS5, Xbox de maintenant, c'est le mode hors ligne en multijoueur. Il n'y a que très peu de jeux PS4, PS5 où on peut jouer à plusieurs sur le même écran. Alors que sur Nintendo Switch, on peut jouer à 8 sur Smash Bros, on peut jouer à 4 sur Mario Kart sur le même écran. Et c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Combien d'entre vous souhaitent rejouer à FPS comme à l'époque, sur la même télé à 4? Ça, c'est des expériences incroyables, mais des expériences que l'on voit de moins en moins. Pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que c'est vous qui déciderez de l'avenir des jeux vidéo. Et moi, personnellement, je mise surtout sur la scène indé. C'est pour ça que je n'hésite pas à acheter des jeux dématériels de jeux indés. Parce que si ce sont des jeux qui sont jamais sortis en boîte, il n'y a pas trop de choix. Et dès que ce sont des jeux auxquels j'ai bien apprécié, j'ai passé beaucoup de bon temps dessus, j'achète une version boîte pour soutenir justement cette boîte indé. Et c'est comme ça que vous déciderez de l'avenir des jeux vidéo. C'est de par vos actions, de ce que vous allez jouer, de ce que vous allez acheter. Les entreprises vont uniquement prendre en compte votre façon de consommer. Et si vous n'aimez pas certaines choses, n'achetez pas, tout simplement. C'est vous qui déciderez.